Bonsoir et merci d'avoir rejoint ce nouveau webinaire Jury Actu, une initiative de LexisNexis et du Club des juristes. Nous allons évoquer ce soir le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Jean-Marie Burguburu, avocat, ancien bâtonnier du barreau de Paris. Il préside la CNCDH depuis février dernier. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et Magali Lafourcade, magistrate, détachée à la CNCDH depuis 2013, secrétaire générale depuis 2016. Elle est spécialiste des questions de racisme. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous pouvez leur poser vos questions grâce au menu situé à droite de votre écran. Alors, le 18 juin dernier, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a remis au Premier ministre son 29e rapport sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie dans un contexte mondial de manifestations antiracistes depuis la mort de George Floyd. À l'appui de son enquête annuelle sur l'indice de tolérance qui va vous être présenté, ce 29e rapport livre une analyse détaillée du phénomène en France, une évaluation des politiques publiques et livre ses recommandations. Selon le rapport, les actes à caractère raciste sont plus nombreux et plus agressifs, alors même que le dépôt de plainte reste marginal pour des infractions commises à raison de l'origine, de l'ethnie, de la nation, d'une prétendue race ou religion. Quels sont les aspects juridiques de la lutte contre le racisme? Pourquoi les actes à caractère raciste sont-ils si difficiles à quantifier et à sanctionner? Et quelles sont les préconisations de la CNCDH pour améliorer la prise en compte de ce phénomène? Nos invités vont nous apporter leur expertise sur ces sujets. Au préalable, Monsieur Burguburu, pouvez-vous nous présenter les missions de la CNCDH? Merci. Je crois effectivement qu'il faut non seulement présenter les missions de la CNCDH, mais la CNCDH elle-même. On dit la CNCDH parce que Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est un peu long, donc nous prenons l'acronyme. Eh bien, la CNCDH n'est pas autant connue qu'elle devrait l'être. Et cette émission va donc permettre de la faire mieux connaître. Cette commission existe depuis 1947. Donc, voyez-vous, très longtemps, plus de 70 ans. Et en réalité, elle exerce un rôle considérable, non seulement en France, mais également à l'international. En France, la CNCDH est le conseil indépendant des pouvoirs publics en matière de droits de l'homme. C'est dire que le Premier ministre et les ministres peuvent, j'aimerais dire doivent, la consulter dès qu'une question se pose en matière de droits de l'homme, et ces questions sont fréquentes, non seulement du côté du ministère de l'Intérieur, mais aussi du ministère de l'Éducation nationale, de la Santé et bien d'autres. La CNCDH a eu des missions qui lui ont été données successivement. Elle est donc rapporteur national indépendant, notamment sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, d'où le rapport dont nous allons parler. Elle est également rapporteur national indépendant pour la lutte contre la discrimination LGBTI et également sur la lutte contre la traite des êtres humains. Ce sont des activités nationales qui sont déjà très prenantes, mais en plus, la CNCDH est le garant pour la France des engagements internationaux humanitaires que prend la France. Et donc, la CNCDH est le point d'appui de la France dans les relations avec les Nations Unies, dans l'aspect du droit humanitaire, toute chose qui se passe souvent à Genève pour les relations des Nations Unies à Genève. Et à ce titre, la CNCDH est très connue parce qu'elle joue un rôle très important, non seulement dans le monde francophone, mais également dans l'ensemble des activités humanitaires internationales. Je sais qu'il y a une question qui nous parlera ultérieurement d'une institution avec laquelle on peut la rapprocher sans la confondre. Nous y viendrons avec justement ces questions, je n'en parle pas maintenant. La CNCDH, dans ses nombreuses missions, a l'obligation, c'est une obligation heureuse pour nous, de remettre un rapport au Premier ministre tous les ans sur l'état du racisme et l'état surtout de la lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme. Alors, vous avez remis ce rapport devrait être... Oui, vous avez remis ce rapport le 18 juin dernier, monsieur. Vous avez remis ce rapport au Premier ministre le 18 juin dernier. Quels sont les axes forts? Voilà, je l'ai remis au Premier ministre. J'allais dire, je l'ai remis récemment, puisque le rapport devrait être remis le 21 mars, qui n'est pas une date choisie au hasard, c'est la date internationale de lutte contre le racisme, choisie par les Nations Unies. Vous voyez encore l'aspect international.
Le 21 mars, ça n'était pas possible, c'était la veille des municipales, premier tour, et puis il y avait le Covid qui approchait. Donc j'ai remis ce rapport le 18 juin, il y a à peine une douzaine de jours. Et le Premier ministre nous a reçus, Madame Lafourcade et moi-même, avec la ministre garde des Sceaux, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, et Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Voyez-vous, donc, si j'ose dire, le Premier ministre entouré de 3 membres du gouvernement pour la remise de ce rapport. Ce n'était donc pas une opération anodine. Et nous avons passé largement plus d'une demi-heure avec le Premier ministre, qui a bien d'autres choses à faire, mais qui a compris l'importance non seulement de la lutte contre le racisme, mais du rapport de 365 pages que nous avons remis. Chaque année, nous faisons donc des études extrêmement complètes sur la situation. Ce rapport, voilà, c'est un ouvrage important, 365 pages, voyez-vous, une page par jour contre le racisme. Ce rapport dit beaucoup de choses et je ne vais pas pouvoir l'étudier en entier. Et encore, ça serait intéressant pourtant, mais on relève plusieurs choses. Je vais évoquer tout de suite ce qu'on appelle l'indice longitudinal de tolérance. Qu'est-ce que c'est que cet indice? Cet indice a été fabriqué par des chercheurs de Sciences Po. Cet indice est un agrégat de données, de réponses à des questions après des sondages en face à face. Pas des interviews en ligne, mais des interviews en face à face qui permettent véritablement de comprendre, de savoir et d'analyser ce que dit l'interlocuteur du sondeur. Cet agrégat de différentes données existe depuis 1990, donc voyez-vous depuis une trentaine d'années, et il permet par conséquent de mesurer dans le temps la tolérance qu'ont les Français à l'égard des populations, des minorités visibles, à l'égard des Noirs, à l'égard des Juifs, une minorité moins visible sans doute, mais à l'égard des personnes sur lesquelles on se pose des problèmes de discrimination. Alors il apparaît quelque chose d'intéressant. Cet indice se calcule, s'il arrive à 100, ça veut dire que les Français seraient totalement tolérants et donc n'auraient aucune trace de racisme directement ou indirectement. Bien sûr, cet indice n'est pas de 100. Il est quand même assez élevé. Cela peut être étonnant, mais c'est un étonnement positif. L'indice mesuré l'année dernière était de 66. Donc, voyez-vous, largement au-delà de 50, sans arriver jusqu'à 100. Néanmoins, il avait baissé, car il y a 2 ans, il était de 67. Cela veut dire que les Français, contrairement à une idée assez répandue, sont plutôt tolérants pour les étrangers ou ceux qui ressemblent à des étrangers. Mais nous avons relevé aussi, et je vais laisser la parole à ma secrétaire générale pour qu'elle rentre dans le détail un peu, mais aussi que malgré cette tolérance, la minorité noire visible en France est discriminée. Il y a donc un hiatus entre le fait d'être bien toléré, alors que par exemple les Roms, néanmoins, ils sont discriminés, on le voit, soit à l'embauche, soit à la recherche d'un logement, soit dans l'éducation. Ne nous cachons pas derrière ces chiffres, il y a encore beaucoup de travail en France pour lutter contre le racisme. Je voudrais que Magali Lafourcade nous en dise quelques mots complémentaires. Alors oui, selon le rapport, le racisme est un contentieux largement sous-estimé, alors que 1,1 million de personnes déclarent avoir été victimes d'au moins une atteinte à caractère raciste. Seules 6603 affaires ont été transmises au parquet et 393 condamnations ont été prononcées en 2018. Magali Lafourcade, comment expliquez-vous ces chiffres? Alors c'est vrai que ces chiffres ne peuvent se comprendre que quand on analyse effectivement le mouvement, enfin la dynamique des actes, qui est très différente de la dynamique des préjugés. Et donc, pour compléter le propos de Jean-Marie Burguburu, qui a été très précis sur la façon dont se construit l'indice et comment nous travaillons avec une méthode scientifique extrêmement étayée, je voudrais expliquer, si on peut revoir le premier graphe, donc sur l'indice longitudinal de tolérance, que les Français, effectivement, c'est une très bonne nouvelle qu'a salué le président de la CNCDH, les Français sont tolérants et on peut observer dans ce graphique qu'il y a des effets conjoncturels
à la tolérance, puisque vous observez qu'il y a des moments de baisse, des moments de hausse. Quand on a la Coupe du Monde de 98, la France Black Bomber, en fait, on voit une montée, une bouffée de tolérance. Et puis, quand on voit les émeutes urbaines, ou alors plus tard, quand la crise économique des subprimes est devenue une crise sociale, on voit une chute de la tolérance. Donc, il y a des effets conjoncturels, mais il y a aussi une tendance structurelle à la hausse, comme vous pouvez l'observer. Et cette tendance structurelle, elle s'explique par 3 phénomènes majeurs, qui est le renouvellement des cohortes, donc des générations, puisque la façon dont on structure notre esprit dans les générations dépend beaucoup de la façon dont la norme antiraciste est comprise dans l'enfance. Et donc, si au sortir de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de générations s'estimaient, enfin, s'auto-considéraient comme racistes, aujourd'hui, la norme antiraciste est vraiment rentrée dans les esprits. Et donc, du coup, le renouvellement des générations facilite cette prise de conscience vers la tolérance. Deuxième effet de structure, c'est aussi l'effet du diplôme. Plus vous êtes éduqué et plus vous comprenez que le monde est complexe et plus vous êtes tolérant. Et le troisième effet, c'est plus vous avez de relations avec l'international, avec le transnational, les expériences transculturelles, le fait de côtoyer des étrangers, le fait de pouvoir partir à l'étranger, et plus vous êtes tolérant. Mais donc, ça, ce sont des points de structure. Après, il y a les politiques publiques qui peuvent énormément faciliter, c'est ce que disait M. Burdu-Buru avec l'éducation, la prise en compte de la complexité du monde et donc d'élever le niveau de tolérance avec aussi la notion de civisme. Mais par rapport aux actes, on peut avoir une société qui est de plus en plus tolérante, ce qui est le cas en France, parce que même si l'indice a baissé d'1 point, on est quand même à des niveaux jamais vus depuis 30 ans. Donc, ça va bien dans la société de ce point de vue-là. Mais ce qu'on observe, c'est que les personnes sont de plus en plus ouvertes, mais il y a des poches de résistance qui commettent des actes. Donc, ceux qui passent à l'acte raciste, ce ne sont pas tous les Français, ce sont certains d'entre eux. Et on ne peut évaluer la réponse judiciaire, le traitement judiciaire et policier des actes racistes si on ne mène pas des enquêtes de victimation. Et donc, c'est ce que vous disiez, Madame Creutoma, sur le fait qu'on a un nombre de personnes qui déposent, enfin, qui s'estiment racistes, qui estiment qu'ils ont été victimes de racisme dans un temps restreint, donc dans l'année. Et donc là, on voit 1,1 million de personnes qui peuvent se dire dans les enquêtes de victimation avoir été victimes de racisme dans l'année. Et pourtant, on voit les chiffres de transmission à la justice et le nombre de condamnations, et on est sur quelque chose qui est vraiment très très faible. Et à partir de là, il faut construire des politiques qui permettent de réduire ce chiffre noir. Le chiffre noir, en 2 mots, c'est l'ensemble des actes qui ne sont pas rapportés et qui sont pourtant réels. Comment expliquez-vous justement ce traitement du contentieux et cette absence quasiment de contentieux à caractère raciste? Alors déjà, il faut observer que quand on fait des enquêtes de victimation, on demande aux personnes, par exemple celles qui ont été victimes d'injures racistes, si elles sont allées signaler ça à la police ou à la gendarmerie. On a un résultat de 6% des personnes qui s'estiment victimes dans l'année qui sont allées signaler ce phénomène, et parmi celles-là, que 3% qui ont déposé plainte. Donc on peut se dire déjà que ça révèle pour nos minorités. Or, une société se juge quand même à la façon dont elle prend en charge, elle accompagne, elle protège ses minorités. Cela signifie qu'il y a une certaine défiance vis-à-vis des institutions. Et ça, c'est un problème qu'il faut absolument traiter. Ensuite, le fait que la moitié des personnes qui font l'effort d'aller voir la police ou la gendarmerie ne déposent pas plainte, ça montre qu'il y a un problème autour des mains courantes. Et la CNCDH, depuis longtemps, explique qu'il faut absolument arrêter cette pratique des mains courantes et signaler tout fait de cet ordre-là, donc de tout fait raciste, à la justice. Parce que si la justice n'en a pas connaissance, elle ne pourra jamais traiter ces faits-là. Et c'est d'autant plus important que derrière le racisme, il y a, ce n'est pas une seule personne qui est visée, bien sûr, c'est toute une appartenance réelle ou supposée. Et à partir du moment où, à travers un individu qui est invectivé à l'occasion d'un n'importe quel contentieux, ça peut être une difficulté passagère entre voisins, ou dans la rue, ou en voiture, à partir de là, ce que ça renvoie, c'est quelque chose qui atteint toute une communauté,
même si j'aime pas le mot, en France on n'aime pas ce mot-là, tout un groupe, et à travers ce groupe, ça met en cause l'idée qu'on a dans notre constitution de la nation française et du refus que l'on a de faire des distinctions de race, d'origine, de religion. Et donc il faut traiter ça. Ensuite, le problème aussi vient du fait que on a un niveau de classement sans suite qui est très élevé, un peu plus élevé que dans le contentieux général. Donc, il faut toujours comparer. Alors, bien sûr, c'est un contentieux difficile, le racisme, parce que c'est souvent un contentieux verbal. Soit verbal par oral, dans l'invective, soit verbal par Internet, donc dans les injures que vous pouvez diffuser sur les réseaux sociaux, etc. Et là, autant dans l'invective, il faut beaucoup de témoignages, et les témoignages sont compliqués à obtenir, et donc la preuve est difficile à rapporter, autant sur Internet, aujourd'hui, il est de plus en plus difficile d'identifier, puisqu'on a l'attitude du pseudonymat ou de l'anonymat sur Internet qui est de plus en plus développée, il est difficile d'identifier, ou c'est coûteux d'arriver à identifier l'auteur d'un propos raciste. Et donc, il y a des difficultés au niveau de l'enquête, et c'est pour ça qu'il faut des moyens à la police, mais je pense que Monsieur le Président expliquera les recommandations à ce sujet. Et enfin, le troisième niveau, c'est au niveau de la justice. Il faut aussi que les magistrats qualifient les faits racistes et donc aillent rechercher la circonstance aggravante. Il y a les abus de la liberté d'expression ou les incitations à la haine, les injures racistes, c'est assez facile à qualifier, mais dès lors que c'est des violences ou des dégradations ou des vols accompagnés de faits racistes, qui sont aggravés par la circonstance raciste, et bien là, il faut pousser les investigations pour aller démontrer cette circonstance aggravante. Et c'est vrai que vu la pression qui est mise sur les magistrats, il est parfois tentant de se dire je veux sécuriser ma procédure pour que le fait infractionnel central soit condamné et je ne suis pas sûre que je vais arriver à démontrer, donc je vais complexifier le débat et pourtant il faut mener cette recherche, même si elle est infructueuse, il faut essayer de caractériser cet élément aggravant. Merci. Monsieur Burguburu, quel regard portez-vous sur ce chiffre noir que vient de nous expliquer Magali Lafourcade et quelles sont les recommandations de la CNCDH à cet égard? Ah, on ne vous entend plus, on a Pour perdu toutes les le infractions, son. il y a un chiffre noir. Toutes les infractions ne Ça y sont est, pas connues. le son Toutes n'est les pas... infractions ne sont pas connues, quel que soit le domaine. Mais en Voilà. matière de racisme, Ah, vous on a un petit m'entendez? problème de En son. matière de racisme, Ah, il y a une mauvaise liaison, Monsieur Burguburu, je ne sais pas si vous nous entendez. le chiffre noir est encore plus important puisqu'il est fabriqué à partir de, pour devenir peut-être un peu plus synthétique, au niveau de la déclaration des actes racistes. Cette déclaration est faible, insuffisante. Sans doute, hélas, beaucoup de personnes victimes d'actes racistes, j'allais dire, les supportent sans les qualifier, sans aller s'en plaindre comme ils en ont le droit. Donc déjà, au départ, une sous-déclaration. Ensuite, lorsqu'il y a des déclarations, parfois, il faut bien le dire, une espèce de dissuasion de la part des autorités policières ou de gendarmerie pour dire, écoutez, ça n'est pas très grave, ça n'est pas un crime, mais si c'est grave, une insulte raciste, un comportement raciste est grave. Et je dirais donc là, ici, tout de suite, il y a un problème de formation des autorités de police et de gendarmerie pour recevoir ces plaintes. Et ensuite, lorsqu'elles arrivent devant le tribunal, effectivement, cela a été dit, mais je le souligne, il y a un taux de relax beaucoup plus important que le taux de relax général. Je ne sais pas, comme je n'ai pas bien entendu tout à l'heure, si ce chiffre a été donné. En matière correctionnelle, toutes infractions correctionnelles confondues, n'est-ce pas, le taux de relax est de l'ordre de 6 ou 7%, il monte à 16% ou 17% en matière d'actes racistes. Alors, est-ce que c'est une question de preuve? Est-ce que c'est une question d'activité moins grande de la part des parquets? Est-ce que c'est une question de résistance de la part des juges du siège? En tous les cas, l'ensemble aux trois niveaux, la déclaration, le traitement et l'activité judiciaire montrent que ces actes ne sont pas déclarés, poursuivis et condamnés comme ils devraient l'être. Il y a là effectivement, je ne dirais pas une faillite de notre système, mais une faute de notre système à cet égard, et il importerait bien sûr de la corriger. Nos recommandations sont celles d'une meilleure formation, former non seulement les forces de police, mais également les magistrats. Le racisme est une infraction.
c'est parfois une circonstance aggravante à une autre infraction. On l'a vu récemment dans une affaire tristement célèbre où un crime, un meurtre ou un assassinat, je pense qu'il y avait peut-être préméditation, a été complété d'un mobile raciste qui a eu du mal à émerger et qui a été reconnu après un certain temps et un certain débat un peu désagréable d'ailleurs. Donc le racisme est parfois une circonstance aggravante, mais il est aussi une infraction en soi. Et ces infractions, on vous a il perdu faut à les nouveau. poursuivre. Nos recommandations sont donc une formation à tous les niveaux, une Formation, éducation. éducation. Malheureusement, la qualité n'est pas très très bonne. Alors, est-ce qu'on va retrouver le... Car nous avons à la CNCDH un rôle d'éducation aux droits de l'homme. Formation, Éducation aux éducation. droits de l'homme, cela s'apprend. Et lorsque l'on voit que les jeunes enfants n'ont pas de comportement raciste parce qu'ils sont habitués à vivre avec des enfants d'origine différente, ce racisme survient ensuite, tristement. Il faut lutter contre cela. Très bien. Voilà. Alors, nous devons parler. Allez-y. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Autre Nous recommandation? devons parler d'un autre axe. Oui. Oui, d'un autre axe, non, pas de recommandation, mais d'un autre axe de notre rapport, parce que je vois le temps qui passe et il va falloir pouvoir répondre aux questions. Alors, mais notre rapport également, un autre focus sur la haine en ligne. Absolument. Il Donc se après trouve la publication, oui. que par une circonstance très favorable, nous avons l'honneur, si j'ose dire, d'avoir vu le Conseil constitutionnel suivre les recommandations de la CNCDH. Vous pensez bien que nous n'en sommes pas peu fiers. Nous avons montré le chemin à cette importante autorité de notre système républicain, car nous avions mis en garde sévèrement, et j'ai rencontré Madame Avia, qui n'était pas très, comment dire, pas d'accord avec nos réticences devant son projet de loi. À l'époque où le projet de loi était en discussion, avant qu'il arrive à l'Assemblée, nous lui avons montré que si le motif de cette loi, lutter contre la haine en ligne, était bien sûr louable et que nous nous partageons totalement, les moyens pour parvenir à lutter contre la haine en ligne, eux, n'étaient pas raisonnables, notamment si on veut globaliser, en confiant aux hébergeurs privés, aux hébergeurs de sites, le droit d'exercer une censure, alors que ce droit, bien sûr, ne peut venir que de l'autorité publique, et pas n'importe laquelle, pas le gouvernement, mais en principe les tribunaux. Cela rend la chose très difficile, assurément. Mais lorsque cette loi a quand même été votée, force est de constater qu'elle n'a pas passé la barrière du Conseil constitutionnel et que même après la décision du dit Conseil, il ne reste pas grand-chose de cette loi. Je sais cependant que Mme Avia va revenir à la charge et qu'elle va essayer de transformer ce qui reste de sa loi en une loi complémentaire pour essayer de respecter les critères que nous lui avons donnés sur un principe absolu, et j'allais dire qui remonte sans doute, oui, qui remonte à la première déclaration des droits de l'homme de 1789, le droit de libre expression qui existe non seulement sur les écrits, les imprimés, la radio et la télévision, mais qui doit exister aussi sur les nouveaux moyens d'expression que sont les réseaux sociaux. Mais de là à laisser la haine être déversée sur ces réseaux sociaux, effectivement, il faut encore rechercher un moyen adéquat. Donc, il s'agit pour nos auditeurs de la loi du 24 juin 2020, dite loi Avia, qui a été publiée la semaine dernière au journal officiel et sur laquelle, en effet, la CNCDH avait émis un avis très critique qui a été, vous le soulignez, largement suivi par le Conseil constitutionnel. C'était un axe fort de votre rapport. Que recommande la CNCDH pour lutter plus efficacement? Donc, ce sont les tribunaux qui doivent prendre le relais? Je vais laisser la parole à Madame Lafourcade sur ce point. Effectivement, il y a tout un ensemble de recommandations, mais bien sûr, une priorité avant toute chose doit être donnée à la magistrature et aux tribunaux. C'est pour ça que je laisse la parole aux magistrats.
Oui, donc tout à fait, je rejoins bien sûr tout ce qu'a dit Monsieur Burguburu. Le problème de la liberté d'expression, c'est que le problème, non, c'est que c'est le bien le plus précieux de l'homme dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et que il ne faut pas lui porter une atteinte disproportionnée. Donc le tribunal, le juge est incontournable pour pouvoir savoir si il y a un abus de la liberté d'expression, puisque la liberté d'expression est le principe. Donc, il faut maintenir la place du juge. Et pour ça, il faut que le juge ait le moyen de pouvoir travailler. Nous avons bien sûr un ensemble de recommandations. Donc, très concrètement, nous avons recommandé de créer une sorte de dispositif de plainte en ligne qui soit directement relié à Pharos et qui permette un signalement extrêmement rapide sur chaque réseau social. Même créer une application en lien avec Pharos, puisque Pharos est la plateforme de signalement des infractions sur Internet dans le champ du racisme. Pharos a d'autres attributions comme la pédopornographie et l'apologie du terrorisme. Et donc, sur le racisme, c'est eux qui sont incontournables. Il faut aussi créer une instance de régulation qui soit spécifique, une instance de régulation du web et qui puisse avoir un pouvoir de régulation autonome et indépendant, bien sûr, du pouvoir exécutif. Et puis, surtout, en termes de prévention, il faut aller beaucoup plus loin, puisque, encore une fois, le numérique est quelque chose d'assez nouveau et il faut éduquer, il faut créer une sorte de service public du numérique avec un plan national d'action d'éducation aux outils du numérique. Les écoles s'en saisissent de plus en plus, mais il faut aller beaucoup plus loin pour comprendre que, justement, ce que disait M. Burguburu, c'est que le racisme est interdit dans l'espace physique, il est interdit dans l'espace virtuel. Et donc, il faut expliquer ça aux nouvelles générations qui utilisent et qui se mettent beaucoup en scène sur les réseaux sociaux, de façon à ce qu'il y ait aussi un accompagnement éducatif et pas seulement d'être dans la censure par des acteurs privés, ce qui était considéré par la CNCDH comme totalement inadmissible, avec un risque de surcensure de propos qui peuvent entrer tout à fait dans le champ de la liberté d'expression admissible. Alors, pour permettre aux acteurs de la justice d'appréhender ce phénomène et ces contentieux, quels sont les leviers d'action de la CNCDH? Vous avez parlé de formation des magistrats en particulier. Oui, en fait, donc moi, je dirige depuis 2014 la formation en continu, la formation continue des magistrats et qui est ouvert aussi à d'autres professionnels du droit sur les enjeux contemporains du racisme et de l'antisémitisme. On analyse justement toutes les difficultés qui sont posées par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Et puis, au-delà de ça, la CNCDH a bien d'autres leviers puisque nous sommes un organisme indépendant qui assure un dialogue permanent entre des experts et la société civile. Donc, à chaque fois qu'il y a eu une bataille à mener et que la CNCDH a pris un sujet qui était déjà largement débattu par la société civile, nous l'avons porté plus loin au niveau du Conseil au pouvoir public. Et donc, nous sommes une sorte de caisse de résonance des sujets qui sont sur le terrain, qui sont très sensibles. Et donc, c'est pour ça que nous avions anticipé qu'il y aurait sûrement quelque chose autour du racisme anti-noir, puisque ce rapport date de 2019, il devait être remis le 21 mars, comme l'a dit M. Burguburu. Et donc, on est toujours avec une capacité à saisir sur le terrain ce qui se joue et pouvoir anticiper les choses. Et donc, comme c'est un dialogue entre ONG, syndicats et experts, nous pouvons arriver à avoir des recommandations très concrètes et qui sont directement assimilables par l'exécutif. Et d'ailleurs, on peut dire que la question du racisme, c'est le champ dans lequel nous sommes le mieux entendus par le gouvernement. Mais il y en a plein d'autres. Donc, on a été aussi avec des ONG, les premiers à parler de discrimination sur la précarité, la vulnérabilité sociale. On a été le premier à vouloir travailler sur les questions de traite. Donc, on arrive à pousser l'exécutif à essayer de se montrer encore plus à la hauteur de ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme. Et nous avons le violet de l'international, comme l'a rappelé M. Burguburu, qui est très important, puisqu'à chaque fois que la CNCDH dit quelque chose, comme elle a une mission de conseil au pouvoir public, mais aussi de contrôle du respect par les pouvoirs publics des engagements internationaux de la France, nous sommes l'organisme qui
contribue à l'analyse qui est faite par les mécanismes internationaux, supranationaux de surveillance du respect des droits de l'homme. Et à partir de là, nos préconisations sont reprises par les experts internationaux et donc ce n'est plus la société civile qui dit des choses, ce n'est plus la CNCDH qui dit des choses, ce sont les experts internationaux, ce sont les comités onusiens, ce sont la Cour européenne des droits de l'homme et donc d'autres entités, des cours, des comités conventionnels qui sont une caisse de résonance énorme pour nos préconisations et ça permet d'avoir de grandes victoires. Donc, les recommandations de la CNCDH, vous l'évoquez, sont largement suivies. Monsieur Burguburu, comment la Commission joue-t-elle son rôle auprès des pouvoirs publics et sur quelle thématique travaille-t-elle actuellement? Est-ce que la crise actuelle a amené de nouveaux sujets d'études pour la CNCDH? Bien sûr. Alors, je voudrais que nos recommandations soient vraiment suivies chaque fois. Si je vous le disais, je serais… Ah, malheureusement, ça coupe. Peut-on faire quelque chose pour le son? On ne vous entend plus. On ne vous entend plus, malheureusement. Alors voilà, en coupant la caméra… Car ce sont souvent les mêmes sujets qui blessent. Les atteintes aux droits de l'homme sont fréquentes, se perpétuent. Et oui, mais peu importe, sans caméra, si on m'entend, je continue. Voilà. Ça n'est pas grave. Ça ne me gêne pas, moi, de continuer sans caméra. Je voudrais… Les recommandations, vous nous parliez des recommandations. Je voudrais expliquer, oui, les recommandations. Nous avons, par exemple, pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, publié au moins 4 avis, si ce n'est pas 6, certains plus importants que d'autres, pour alerter les pouvoirs publics sur le principe de l'état d'urgence sanitaire, sur les problèmes qu'il posait en restriction des libertés, ces restrictions que nous avons tous subies, le confinement lui-même, l'interdiction de se réunir, malheureusement, l'interdiction de voyager, l'interdiction de manifester. Toutes ces interdictions, ce sont bien sûr des atteintes aux droits de l'homme. Même si elles étaient rendues nécessaires à cause de la crise sanitaire, elles étaient quand même dans le collimateur, si j'ose dire, de la CNCDH, parce qu'il fallait qu'elles fussent à la fois nécessaires, adéquates, proportionnées, temporaires, pour être acceptables. Et lorsque l'on va sortir de l'état d'urgence sanitaire le 11 juillet prochain, dans une dizaine de jours, mais qu'on nous dit que certaines mesures vont perdurer, cela pose un problème sérieux, puisque hors état d'urgence, on aura quand même des mesures qui viennent de l'état d'urgence. C'est une crainte que nous avions au premier jour, c'est une crainte que nous avons encore, c'est autrement dit un sujet qui nous préoccupe dans le maintien d'un état de droit hors urgence sanitaire en France. En réalité, nous avons par exemple aussi produit un avis extrêmement réservé, pour ne pas dire hostile, à l'application Stop Covid. Nous avons rendu un avis plus que réservé sur le maintien en détention provisoire et la prolongation de cette détention provisoire pour les personnes qui étaient dans la détention provisoire. Ça coupe. Ah, c'est vraiment dommage. Il y a des petits cet problèmes. état au moment de l'entrée en état d'urgence, cette prolongation se faisant sans la présence. Je reconnais que dans le même temps, le ministère de la Justice, est-ce que l'on m'entend là? Oui, on vous entend. Oui. Bon, on ne me voit pas, peu importe, je parle. Le ministère de la Justice, dans un même temps, a organisé des sorties de prison anticipées lorsqu'elles étaient possibles, en fonction à la fois des infractions qui étaient l'objet de la condamnation et de l'état d'achèvement et de presque achèvement définitif des peines d'emprisonnement. On n'a pas remis en liberté des criminels condamnés à des peines criminelles, que les bonnes gens se rassurent. Et ce qui fait qu'un effet positif de cet état d'urgence sanitaire, je le dis ici, a été pour une première fois depuis plusieurs dizaines d'années d'arriver à un taux d'incarcération qui était de l'ordre de 100%, même légèrement
légèrement inférieur. Le taux d'incarcération, oui, on l'a beaucoup dit. Alors que les juristes ici qui nous écoutent le savent bien, le taux est toujours de l'ordre de 130 à 150%. Donc, je voudrais dire un mot sur la malheureusement, manière dont on va pas pouvoir poursuivre puisqu'on vous entend très très mal. C'est vraiment dommage. On vous entend très très mal. La CNCDH, ce n'est pas seulement un président et une secrétaire générale. Nous sommes une petite équipe et de syndicats, d'associations spécialisées en matière de droits de l'homme, plus 64 membres. 4 membres de droit, un député, un sénateur, un membre du CESE et le défenseur des droits. D'où la question qui ne va pas manquer d'être posée, mais quelle est votre différence avec le défenseur des droits? J'y réponds. Quelle est votre différence? Le défenseur de droits est un homme seul, bientôt une femme, a-t-on appris hier, mais seul quand même, seul, avec un appareil extrêmement important derrière, un staff très important, un budget important, des délégations régionales, tout ce que nous n'avons pas. Nous ne sommes pas seuls. J'ai l'assemblée plénière et un petit staff, mais très actif, autour de moi, et nous nous réunissons une assemblée plénière quasiment tous les mois pour traiter les sujets qui nous sont donnés, et les sujets ne manquent pas. Nous avons pour l'année prochaine aussi d'autres rapports en vue, notamment un rapport sur la lutte contre la haine et la discrimination anti-LGBTI. Nous avons un aspect sur les violences policières. Nous aurons un sujet sur le Covid et une rétro-analyse de ce qui s'est passé pendant l'état d'urgence sanitaire, puisque nous avons beaucoup travaillé pendant cet état d'urgence. Nous avons notamment créé un observatoire de l'état d'urgence qui a publié chaque semaine une lettre sur les sujets d'actualité qui étaient mis en cause par l'état d'urgence, comme le logement, comme les personnes en difficulté, comme l'accès aux soins, comme la situation de la protection de l'enfance, toutes choses qui étaient déjà difficiles avant l'état d'urgence et qui devenaient encore plus difficiles pendant cet état d'urgence. Alors là, il faut que je m'arrête, sinon je vais être trop long, je le sens. Et peut-être avant les questions nombreuses qui vont nous être posées. Le temps est écoulé. Je n'en doute pas. Peut-être. J'en suis navrée. J'en suis navrée. Le temps est écoulé. Merci, merci infiniment pour ces développements très riches et sur pour la qualité de ces échanges. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Je vous retrouve. Vous avez rappelé, pardon. Je suis un peu perdue. Vous avez rappelé qu'une lutte efficace contre les préjugés et les stéréotypes doit se faire en amont, en favorisant l'éducation, en développant la formation des acteurs de terrain. C'est aussi l'objet du Rule of Law porté par LexisNexis, qui œuvre en faveur du développement du droit dans le monde. Vous avez rappelé l'importance de la Commission nationale des droits de l'homme, malgré effectivement le fait qu'elle soit méconnue ou pas assez connue. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Burguburu, Magali Lafourcade, d'avoir participé à ce webinaire. Je vous invite à retrouver le replay de nos webinaires sur notre chaîne YouTube LexisNexis France, ainsi que la vidéo de présentation de la commission sur le site de la CNCDH. Merci à tous les deux. Merci bien. Merci. Merci, à bientôt pour un prochain webinaire.